Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de 22h ce soir. Ni repentance, ni excuse, mais la reconnaissance et la vérité sur le passé. Les premiers mots de François Hollande en Algérie sont pesés. Le président de la République affirme aussi que son voyage marque le temps d'un nouvel âge entre les deux pays, 50 ans après l'indépendance algérienne. Nous serons en direct depuis Alger avec Jean-Pierre Elkabbach et notre invité ce soir, l'ancien ministre Pierre Joxe. Et avant de s'envoler pour l'Algérie, François Hollande, qui a présidé le dernier Conseil des ministres de l'année, a esquissé les priorités de son action pour 2013. 3 principaux enjeux. L'emploi, décrit comme la mère des batailles, l'éducation et la jeunesse. Autant de défis pour une année charnière dans le quinquennat. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Après l'émotion, le temps des décisions. Aux États-Unis, Barack Obama dit souhaiter un projet de loi sur la réglementation des armes à feu. D'ici le mois de janvier, le président américain affirme que les États-Unis ont l'obligation d'agir après la fusillade meurtrière de Newtown. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le président français a été accueilli en grande pompe sur le tarmac de l'aéroport d'Alger par le président Abdelaziz Bouteflika. 21 coups de canon, hymnes nationaux et revues des troupes. Le cérémonial était au rendez-vous. Et après s'être entretenu en tête-à-tête, les deux hommes se sont offerts un bain de foule sur le front de mer d'une capitale algérienne sous haute surveillance. Le président français a ensuite tenu une conférence de presse et la question de l'attitude de la France vis-à-vis de la colonisation lui a été immédiatement posée. François Hollande a tout de suite écarté les mots de repentance et d'excuses, préférant insister sur un nouvel âge entre les deux pays, 50 ans après l'indépendance algérienne. Il a aussi plaidé pour la création d'une déclaration d'amitié et de collaboration entre la France et l'Algérie. On l'écoute. Moi, j'ai toujours été clair sur cette question. Vérité sur le passé, vérité sur la colonisation, vérité sur la guerre avec ses drames, ses tragédies, vérité sur les mémoires blessées. Et sur le passé, vérité, ai-je dit, reconnaissance de ce qu'a été un système, le système colonial, j'aurais à m'exprimer, mais je ne viens pas ici, parce que c'est ni ce qui m'est demandé, ni ce que je veux faire repentance ou excuse. Je viens dire ce qu'est la vérité. Alors il y a l'enjeu politique et symbolique de ce voyage, mais il y a aussi, bien sûr, l'enjeu économique. François Hollande est d'ailleurs accompagné d'une importante délégation de patrons français en Algérie, dont notamment Stéphane Richard à la tête de France Télécom. Le groupe est peu présent en Algérie, mais très intéressé par ce marché en pleine croissance. Dans la délégation, on trouve aussi Patrick Cron, PDG d'Alstom, qui vient de terminer le premier tramway dans la capitale et qui construit à présent ceux d'Oran et de Constantine. Alors, voyons à présent les principaux enjeux économiques de ce déplacement avec Alexandra Colino. François Hollande est arrivé à Alger accompagné de 35 chefs d'entreprise et avec sous le bras quelques parapheurs à signer. Une demi-douzaine d'accords bilatéraux entre grandes sociétés. Car désormais on parle de coproduction et de colocalisation entre la France et l'Algérie. Principal accord en jeu, l'installation d'une usine Renault près d'Oran. Mais le président entend aussi évoquer la libéralisation des échanges entre les deux pays, car l'Algérie dispose d'une réserve de change impressionnante, 152 milliards d'euros, fruit des revenus du pétrole et du gaz. Or, cette manne pourrait servir aux entreprises françaises en difficulté. L'investissement de l'Algérie dans PSA Peugeot a d'ailleurs été évoqué il y a une dizaine de jours. Autre exemple, Cévital, premier groupe privé d'Algérie en surliquidité, aimerait déposer une offre de reprise du groupe Doux début 2013. Mais pour l'instant, la loi algérienne ne permet pas aux entreprises de sortir de capitaux. Et en direct depuis Alger, Jean-Pierre Elkabbach, bonsoir. Bonsoir. Alors la première journée de cette visite d'État est en train de s'achever. Quel est le ressenti sur place? D'abord, le dîner d'État est en cours au palais d'Alger, au palais du peuple, et il est offert par le président Bouteflika. Alors François Hollande est satisfait, ému de cette première journée en Algérie, un pays qui compte apparemment personnellement beaucoup pour lui. Les Algériens, si discrets
expriment volontiers leur forte impression d'un moment qui est réussi. Ils sont sensibles en effet aux premiers gestes et aux premiers symboles, et il y en a eu. La première étape dans Alger, qui a la blancheur aujourd'hui d'une ville qui a été repeinte pour la circonstance. Le premier signe, vous en avez parlé, la promenade sur le front de mer, les deux présidents noyés dans une foule qui a manifesté sa sympathie à l'égard de la France. Et puis à la phrase qui est retenue par les Algériens, « Je ne viens pas à Alger faire la leçon ». Et plus important que tout ça, l'intensité, la qualité, la sincérité, m'a dit d'ailleurs le président Bouteflika, des entretiens politiques et la découverte de convergences politiques sur le Mali, le terrorisme contre lequel il faut lutter et la Syrie. François Hollande a évoqué aussi un nouvel âge dans les relations entre les deux pays. Qu'est-ce qui caractérise ce nouvel âge, cette nouvelle page ? Eh bien, c'est un partenariat stratégique d'égal à égal qui doit se créer entre deux États indépendants, souverains et qui doivent se respecter, et qui d'ailleurs se respectent. Ce n'est plus le colonisateur et l'ex-colonisé qui discutent entre eux. La France et l'Algérie vont signer une déclaration d'amitié et de coopération qui sera suivie d'un document qui encadrera pendant 5 ans la coopération dans les domaines de la politique. Il y aura des consultations. De l'économie, il y a eu des contrats, par exemple Renault qui a été signé, vous en avez parlé, qui va employer 400 personnes sur le plan local et qui est destiné au marché algérien et au continent africain. Une coopération dans le domaine de la culture et même de la défense. Pour les visas, l'accord de 1968 est maintenu. Il y aura quelques milliers de visas de plus que les 180 000 qui sont accordés en moyenne chaque année. Les dossiers seront mieux traités, plus vite. Et je dis cela de part et d'autre parce qu'il y a un problème à propos de visas de réciprocité. L'Algérie ne donne pas assez de visas également de son côté. Et puis en matière de justice, j'ai l'impression que cela progresse un peu. Il sera possible, me semble-t-il, que le juge Trévidic vienne un jour en 2013 en Algérie pour ses investigations sur la mort des moines de Tibérine, et cela en accord avec la justice indépendante de l'Algérie. Jean-Pierre Elkabbach, il y a un discours demain devant les deux chambres du Parlement algérien réunies. Ce discours est très attendu aussi. Absolument, et je pense qu'il a été très très bien préparé par le président de la République. Demain, le discours de François Hollande devant les deux assemblées qui seront réunies devrait avoir un éclat et une résonance marquante, singulière, je dirais même historique, même si on emploie trop souvent le mot. Et vous avez fait entendre tout à l'heure le président Hollande. Les Algériens ont en effet retenu ces phrases sur la vérité. Pas de repentance ou d'excuse. D'ailleurs, entre nous, les Algériens ne réclament pas la repentance, mais la reconnaissance des faits, la colonisation, le système colonial que dénonçaient déjà Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, la vérité sur la guerre et sur les souffrances partagées. Et le discours demain sera suivi d'un hommage à la mémoire de Maurice Audin, torturé et assassiné en 1957 par des services spéciaux de l'armée française. Et puis François Hollande ne le dit pas, le président de la République cherche aussi à faire oublier qu'un président du Conseil socialiste SFIO, Guy Mollet, avait autrefois accordé les pleins pouvoirs à l'armée du général Massu en pleine bataille d'Alger. On change d'époque, on change de perspective, l'objectif c'est l'avenir. J'ajoute que le président Bouteflika est invité à venir à Paris l'an prochain et que lui a offert 2 pur sang barbe à François Hollande, des chevaux berbères du Grand Maghreb et qui sont célèbres pour des qualités d'endurance, de lucidité, de rapidité et d'élégance. On a l'impression d'entendre ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach pour tous ces détails. Notre invité sur le plateau, Pierre Jox, a été très attentif à votre intervention. On parle avec lui de ce sujet et d'autres dans quelques instants. Direction maintenant dans l'actualité, les États-Unis. Et depuis le massacre de l'école Sandy Hook de Newtown, le président américain a promis d'agir. Barack Obama dit souhaiter ce soir un projet de loi sur la réglementation des armes à feu d'ici au mois de janvier. Mais dans le même temps, le locataire de la Maison-Blanche a réaffirmé le droit des citoyens à porter des armes, je cite, dans des limites responsables. Beaucoup de prudence donc sur un sujet très sensible aux États-Unis, mais la réflexion progresse. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Après l'émotion et les larmes des premiers jours qui ont suivi la tuerie de Newtown, place à la politique et aux actes pour le président américain. Barack Obama s'attaque au lobby des armes à feu et annonce que très vite, des décisions seront prises. On ne saura peut-être jamais pourquoi cette tragédie a eu lieu. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque jour depuis,
D'autres Américains sont morts à cause des armes à feu. Si nous pouvons faire quelque chose pour empêcher ces faits, nous avons l'obligation, chacun d'entre nous, d'essayer. Barack Obama a donc chargé son vice-président Joe Biden de diriger un groupe de travail qui remettra des propositions dès janvier. Des premières pistes sont envisagées, déjà appuyées par le président américain en personne. Il soutient totalement, par exemple, l'initiative de la sénatrice Feinstein, qui a déclaré vouloir remettre en place l'interdiction des armes d'assaut. Des gens ont aussi commencé à parler de limiter la capacité des chargeurs, par exemple. Et c'est une mesure qui intéresse le président. Il s'agit donc bien de limiter et d'encadrer la possession d'armes et non de l'interdire. Le deuxième amendement de la Constitution américaine stipule en effet que chaque citoyen américain a le droit d'être armé. Un droit très largement utilisé puisqu'environ 300 millions d'armes à feu sont actuellement en circulation aux États-Unis. Et on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de la tuerie. Les enfants et les enseignants survivants racontent petit à petit ce qu'ils ont vécu. Et c'est un véritable calvaire. Les enseignants au sang-froid exemplaire ont tout fait pour protéger les enfants, verrouillant à toute vitesse les portes alors que le tueur était à quelques mètres. Les hommages se multiplient pour saluer l'attitude de ces hommes et de ces femmes aux États-Unis. Retour en France à présent avec un conseil des ministres plus matinal que d'habitude qui s'est tenu avant le départ de François Hollande pour l'Algérie, l'occasion d'adopter la réforme bancaire imposant aux banques d'isoler leurs activités spéculatives pour protéger les dépôts des épargnants. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, s'est défendu de présenter un texte très en retrait par rapport aux promesses du candidat Hollande durant la campagne présidentielle. Mais on est encore loin de la guerre qui avait été déclarée contre la finance. Dans le 22h aussi, cette question. Les départements ruraux seront-ils pénalisés financièrement avec la nouvelle redistribution des ressources qui a été adoptée hier à l'Assemblée nationale? Eh bien, le président du Sénat tire la sonnette d'alarme. Selon Jean-Pierre Bel, les critères retenus favorisent largement les territoires plus urbain. On l'écoute. Je veux dire mon irritation. Je trouve anormal aujourd'hui que nous ne soyons pas capables de s'en tenir à des principes simples qui sont des principes de justice et des principes de péréquation. Aujourd'hui, la ruralité, le soutien à la France des territoires, c'est aussi un engagement du président de la République. Je constate qu'aujourd'hui, il n'en est pas exactement fait de la sorte. Et je voulais dire à quel point, en tant que président du Sénat, je ne laisserai pas passer ce genre d'évolution qui me paraît très dommageable. Et puis, l'opposition de droite mise beaucoup sur les prochaines élections intermédiaires, municipales en 2014, cantonales et régionales en 2015. Et au sujet justement de ces dernières, de nouvelles règles vont s'appliquer. Elles ont été adoptées en commission des lois. Au revoir le conseiller territorial et bienvenue au binôme paritaire. Alors c'est un peu compliqué, il est vrai, en apparence, mais Fabrice Cunet vous explique tout. Regardez. C'est une première victoire pour le gouvernement. En commission, son projet de nouvelles règles électorales a été adopté, et ce, malgré l'abstention des élus communistes. La principale idée de ce projet est en fait double. Les candidats à l'élection en département se présenteront désormais en binôme. Un binôme strictement paritaire, et le nombre de cantons sera divisé par 2. Et voilà ce qui va modifier la représentation territoriale dans notre pays, accentuer la parité, puisque derrière cela, on devra avoir une vraie parité, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a moins de 14% de femmes qui siègent dans les conseils généraux au niveau départemental. Pour moi, ce sera un élément important. La nouvelle cartographie des cantons n'est pas encore connue, mais déjà les sénateurs centristes redoutent ses conséquences sur la composition des départements. On va surreprésenter le milieu urbain, parce que c'est là qu'est l'essentiel de la population par rapport au milieu rural, et de ce fait, le territoire va être le grand absent de la réforme. Ancien président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest regrette surtout l'abandon du conseiller territorial cher à Nicolas Sarkozy. Et il voit dans ce nouveau système électoral et ce redécoupage des arrière-pensées politiques. C'est évident. Le fait, par exemple, de baisser de 12,5 à 10% le seuil, bon, allez, c'est pour permettre des triangulaires avec le Front National. C'est clairement, c'est comme ça. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que l'histoire nous prouve que ceux qui font ces calculs, généralement, ça se retourne contre eux. Dernier calcul ou simple volonté d'alléger le calendrier électoral,
Ce projet du gouvernement confirme le report des élections départementales et régionales à 2015. Et notre invité ce soir, ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense de François Mitterrand. Il a été notamment membre du Conseil constitutionnel et aujourd'hui, il est avocat spécialisé dans la défense des enfants. Pierre Jox, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je vais également préciser aux téléspectateurs que vous avez été président de l'association France-Algérie. Justement, on connaît à présent les premiers mots de François Hollande. Ni repentance, ni excuse. Les mots sont pesés, les mots sont justes, ils sont bien choisis. Oui, je crois. Vous savez, François Hollande, la guerre d'Algérie, pour lui, c'était avant lui. Il était étudiant, il a fait un stage en Algérie. Moi, j'étais enfant en Algérie à l'école. J'étais sous-lieutenant en Algérie. J'ai été député, j'ai été reçu en Algérie comme député, comme ministre. La guerre d'Algérie, avec les crimes, la guerre de conquête de l'Algérie d'abord, ensuite la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ceux qui doivent se repentir, ceux qui ont commis des crimes, ils sont tous morts. Ceux qui devraient s'excuser, les dirigeants politiques comme Guy Mollet qui ont relancé la guerre d'Algérie, alors que Mendes France, lui, avait ouvert la voie à l'indépendance de la Tunisie, à des relations pacifiques. Ils sont tous morts. Des gens comme Hollande, plus jeunes que moi, ont raison de dire qu'il faut se tourner vers l'avenir parce que le peuple algérien, le peuple français sont cousins. Il y a très peu de familles algériennes qui n'aient pas de parents en France. De moins en moins de familles françaises qui n'ont pas d'alliés qui sont algériens, etc. Donc, vous dites que c'est une autre génération. Oui. Il faut tourner la page, mais sans oublier, c'est ce qu'a rappelé François Hollande. Non seulement sans l'oublier, mais en le rappelant, à savoir que la colonisation, d'abord au XIXe siècle, la conquête de l'Algérie, les drames, les crimes qui ont été commis, les enfumages dans les souterrains, les armées, une armée épouvantable. Ce qu'a fait l'armée française en Algérie pendant la guerre de conquête dans les années 30, 40, 50, 60, ça ressemblait à ce qui s'est passé en Espagne. Ce qui s'est passé en Espagne, des armées napoléoniennes. Donc ça, c'est une histoire qu'il faut connaître. Il faut connaître aussi, c'est quelque chose que le peuple algérien choisira lui-même, que depuis 50 ans, est-ce que toutes les ressources de l'Algérie ont été mises au service du peuple algérien? L'Algérie a des ressources pétrolières considérables, des ressources d'hydrocarbures. Donc je pense que les relations entre la France et l'Algérie doivent être tournées vers l'avenir et Hollande a eu raison de le poser comme ça. Bouteflika, il était tout jeune ministre des Affaires étrangères quand moi j'étais étudiant. Et bien lui aussi, alors il est dans la fin de sa période et je pense que c'est un bon signe qu'un nouveau président français, un ancien président algérien fasse... Mais on peut noter, on voit les sourires, on peut noter la sincérité, l'accueil vraiment chaleureux. Est-ce que c'est le socle d'une nouvelle relation? François Hollande a évoqué ce nouvel âge. Oui, le nouvel âge, j'espère. Il est à venir. Mais la relation n'est pas nouvelle. Bien sûr. Vous comprenez, il y a plus d'un demi-siècle qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs algériens qui sont venus travailler dans les usines françaises, dans les mines françaises, d'abord en célibataire, ensuite ils ont été rejoints, ils ont fait des familles, et donc c'est une vieille histoire. Nous sommes des cousins et le voyage de Hollande en Algérie le montre. Mais souvenez-vous, avec Jacques Chirac, les relations avec l'Algérie partaient sous de très bons auspices. Il avait été chaleureusement accueilli et puis les relations se sont refroidi. Est-ce que cette fois-ci, on peut espérer, on peut croire en les capacités des deux pays et de leurs dirigeants justement pour apaiser durablement les difficultés relationnelles, on va dire? Hollande était étudiant dans l'Algérie indépendante. Moi, j'ai connu Chirac dans l'Algérie en guerre. J'étais officier là-bas en même temps que lui. Les positions de Chirac sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, oublions-les. Vous étiez fâché avec lui à l'époque? Très fâché. Nous étions un certain nombre d'étudiants anticolonialistes, nous étions minoritaires pendant longtemps. À la Sorbonne, à côté d'ici, combien est-ce qu'il y avait de professeurs qui soutenaient les étudiants anticolonialistes, qui soutenaient Mendes France pour l'indépendance de la Tunisie, pour la guerre d'Algérie, qui a été malheureusement relancée. Alors Chirac a eu un mérite, je reconnais ce mérite, c'est que finalement quand il est allé en Algérie, il a dit il faut tourner la page, c'était une façon de lui de tourner sa page à lui aussi. Bon, bah, très bien, il a eu raison. Je crois qu'Hollande c'est mieux ce qu'il dit, il faut se tourner vers l'avenir, et je pense que quelqu'un comme Hollande, toute une génération de Français d'ailleurs, ne se reconnaissent pas de ce qu'ont été les crimes de la colonisation parce que c'était pas la France démocratique qui dirigeait la colonisation. Et beaucoup d'Algériens veulent tourner la page parmi la jeune génération. Vous avez évoqué le lien particulier de François Hollande avec l'Algérie. On a aussi l'impression, vous allez me dire si c'est vrai, qu'il a construit cette relation en opposition avec la prise de position de son père en faveur de l'Algérie française. Voici ce que dit François Hollande de son père. Ses idées, à l'opposé des miennes, m'obligèrent à construire ma pensée, à affûter mes arguments. Il professait des convictions qui heurtaient celles qui naissent dans mon esprit.
Je ne connais pas la famille Hollande. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père avec qui j'étais en accord sur les grandes questions fondamentales. Pierre Joxe, l'homme des négociations, des accords d'Évian. Oui, mon père a joué un rôle important, mais c'est De Gaulle qui a fait le grand tournant en 59, finalement. Et je me rappelle très bien que ça a été très difficile pour une partie de l'opinion française d'admettre qu'on n'aurait plus d'empire colonial. La France et son empire, l'Afrique, les comptoirs des Indes, etc. Donc il y a toute une génération qui a souffert de voir la France cesser d'être une puissance coloniale. Alors c'est loin, tout ça c'est loin, mes enfants, mes petits-enfants ne comprennent même pas de quoi on parle. Je pense qu'Hollande a raison, il faut maintenant voir l'avenir. Et l'avenir des Algériens, ce sont les peuples qui font leur histoire. Ce sont les Algériens maintenant qui vont pouvoir conquérir la démocratie, j'espère, plus vite qu'ils n'ont conquis l'indépendance. Alors après cette parenthèse algérienne, François Hollande va revenir en France. On assiste à gauche à un climat politique qui est particulier. Il y a un mécontentement de l'aile gauche sur l'échiquier politique, mais aussi à l'intérieur du Parti socialiste. Certains, Pierre Joxe, reprochent au chef de l'État de ne pas être suffisamment à gauche, de délaisser les classes populaires. Est-ce que c'est votre sentiment? Vous qui avez maintenant du recul et vous voyez ces 7 premiers mois à l'Élysée. J'ai du recul sur les 10 années de gouvernement réactionnaire du temps de Sarkozy. Personne n'a beaucoup de recul sur le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ou la présidence de François Hollande. On peut juger avec bienveillance ou sévérité l'action d'un gouvernement pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce que les premières mesures prises par le gouvernement actuel vont dans le sens de ce qui avait été annoncé? Je le crois. Mais vous savez, le diable est dans les détails. En matière fiscale, il y a eu des loupés, il y a eu des changements, etc. Les orientations qui sont prises, alors elles deviennent prendre des positions caricaturales. Monsieur Depardieu s'exile en Belgique, pas très loin d'ailleurs, à 1 kilomètre de la frontière. Est-ce que dans l'ensemble, il était normal de redresser la fiscalité française, qui était une des plus inégalitaires d'Europe? Est-ce qu'il était normal d'alourdir la fiscalité sur les plus hauts revenus? Je crois que oui. Est-ce que le gouvernement va assez vite? Je prends un exemple que je connais bien. La police, ou maintenant la justice, que je connais un peu. Pendant des années, le gouvernement précédent a supprimé finalement 10 000 emplois dans la police nationale. Le gouvernement actuel ne peut pas rétablir 10 000 emplois en 1 an, ni encore même pas en 2 ans. Pourquoi? Ni les moyens. Parce que quand vous embauchez un gardien de la paix, il faut le former. Donc il n'entrera pas en service avant au moins 1 an. Par conséquent, il faut donner du temps à un gouvernement qui se trouve dans une situation financière très difficile. Finalement, comme disait Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Oui, mais ça c'était le côté poétique de Mitterrand. Moi je dis qu'il faut donner du temps aux hommes. Pour redresser une politique qui a fait beaucoup de mal pendant 10 ans, il faut plus que 6 mois. Mais l'année 2013 sera très compliquée. La sortie de crise se fait attendre. Les Français sont inquiets, ils le disent. Dans ce contexte économique, l'un des plus difficiles jamais connu, est-ce que le président a suffisamment, clairement montré le cap, sa stratégie, la lisibilité de sa politique? Si les gens, les sondages d'opinion disent la vérité, il n'est pas complètement compris. Si l'opinion regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans, elle peut comprendre qu'il est long, difficile, parfois même impossible de redresser rapidement une situation. Et je pense que par exemple la situation financière du pays, que j'ai moi-même signalé au gouvernement de gauche et de droite lorsque j'étais premier président de la Cour des comptes, il n'en a pas été tenu compte. La situation actuelle est une situation terrible. Il faudra des années pour la redresser. Pour la redresser, il faut prendre des mesures extrêmement difficiles. Il faut augmenter les impôts, il faut réduire les dépenses. Et il faut faire ça pendant des années. Pas pendant des années, pendant des lustres. Pour rétablir la situation de la sécurité sociale, pour régler le problème des retraites, il faudra plus qu'un quinquennat. Voilà, ne suffira pas. C'est sûr. Je voulais qu'on parle des États-Unis. Bien sûr, les États-Unis sont encore sous le choc de la tuerie de Newtown, mais déjà des premières décisions, en tout cas des esquisses de décision. On a entendu tout à l'heure Barack Obama qui a parlé de cette nouvelle loi sur les armes à feu. Est-ce qu'enfin le pays se saisit de ce débat tellement sensible, presque tabou? Le pays, je ne sais pas. Obama, je ne sais pas. On dirait Obama, pour qui j'ai beaucoup d'estime et même d'admiration. C'est pas d'abord parce que c'est une figure extraordinaire. Moi, quand j'étais étudiant, l'Amérique c'était un pays du racisme, de l'apartheid. Il y avait les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans certains autobus. Aujourd'hui, il y a un président qui est Obama. Cette histoire des armes, n'oublions jamais que ce droit à l'arme pour le citoyen américain est lié au droit de la conquête. Les États-Unis ont été conquis par une forme de colonisation et le droit d'être armé pour un citoyen américain, c'était pendant longtemps le droit de tuer les Indiens.
de tuer les buffles, les buffalos, mais aussi les Indiens. Ce n'est pas très sympathique. Ce n'est pas l'aspect le plus sympathique de la société américaine. Quand Obama et d'autres autour de lui commencent à dire on va interdire ou réglementer les armes automatiques, les fusils d'assaut, compter le nombre de cartouches d'un chargeur, je pense qu'il a une grande difficulté à exprimer ce qui est le sentiment de beaucoup de gens de bon sens, à savoir que c'est déraisonnable cette réglementation des armes aux États-Unis. Moi, j'ai durci la réglementation des armes en France quand j'étais ministre de l'Intérieur. Mais c'est son dernier mandat, Barack Obama. Il faudrait peut-être du courage C'est son politique. dernier mandat, mais c'est un nouveau mandat. Donc je pense qu'il va avoir la possibilité de marquer un virage et que malheureusement c'est une tragédie comme celle qui vient d'avoir lieu qui peut-être va lui donner l'occasion, la possibilité de faire un virage important. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement malsain ce rapport des États-Unis, ce rapport des citoyens américains aux armes. C'est malsain, pourquoi? Parce que c'est l'idée qu'on se fait justice à soi-même. C'est la négation du droit, c'est la négation de la justice. C'est comme ça qu'on pendait des Noirs, c'est comme ça qu'on lynchait des nègres. Et il n'y a pas de différence entre le fait de lyncher des Noirs minoritaires dans un pays raciste et le fait de tirer dans le tas pour un fou qui est animé lui-même par une tradition de violence et d'armement des citoyens. Si les citoyens sont armés, c'est parce qu'ils ne font pas confiance à la police. S'ils ne font pas confiance à la police parce qu'elle ne respecte pas le droit, parce que la justice n'est pas respectée, c'est une boucle. Je pense qu'Obama, qui n'a pas encore fermé la base de Guantanamo alors qu'il s'y était engagé dans son premier mandat, peut-être va montrer dans ce deuxième mandat qu'il arrive à réaliser des choses aussi difficiles. Merci beaucoup, Pierre Jox. Merci d'avoir été notre invité. Vous savez qu'on vous accueille toujours avec grand plaisir. Merci à vous. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Monir Souci. La facture d'électricité va grimper en 2013. Le ministère de l'Énergie annonce une hausse de 2,5%. En moyenne, chaque ménage paiera 15 € de plus l'année prochaine. Le gouvernement justifie cette hausse par le financement d'une taxe qui soutient notamment les énergies renouvelables. La semaine dernière, une hausse équivalente a été appliquée au prix du gaz. La mise en examen de Dominique Strauss-Kahn pour proxénétisme aggravé dans l'affaire du Carlton de Lille, confirmée par la justice. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rejeté les demandes de nullité déposées par les avocats de l'ancien directeur du FMI, qui va se pourvoir en cassation. La justice va pouvoir enquêter sur les sondages commandés par l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Un juge d'instruction a été nommé pour examiner les conditions d'attribution de ces marchés publics. Une plainte de l'association anticorruption Anticor dénonce des contrats passés sans appel d'offres entre l'Élysée et la société Publifact détenue par Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Accusé par Mediapart d'avoir détenu un compte en Suisse, Jérôme Cahuzac riposte. Le ministre du Budget demande à l'Union des banques suisses de lever son secret bancaire pour certifier qu'il n'a jamais eu de compte dans le pays. Une procédure compliquée, car même à la demande des particuliers, les banques helvètes n'ont pas l'habitude de révéler l'identité de leurs clients. Décerné par un collège de journalistes, le prix Trombinoscope 2012 récompense les personnalités politiques de l'année. Pour la Haute Assemblée, c'est Philippe Marini qui rafle le prix, touché par cette distinction. Beaucoup de plaisir, une certaine fierté, parce que je considère que c'est 20 ans de Sénat et 19 ans de commission des finances qui se retrouvent ici. Le Sénat avait 2 lauréats. Samia Ghali, sénatrice et maire du 8e secteur de Marseille, obtient le prix de l'élu local. Le prix du député de l'année revient à Jean-Louis Borloo et celui de la personnalité politique est décerné à François Hollande. Et justement, la fin de l'année approche pour le président de la République et pour Lefred Touron dans le dessin du jour, François Hollande, élu depuis moins d'1 an et confronté à de multiples difficultés, penserait déjà à sa reconversion. Et comme tous les mercredis soirs, place à présent à notre club d'éditorialistes ce soir avec Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Sonia. Éditorialiste aux Échos, avec nous également Carole Barjon, Nouvel Observateur. Bonsoir. Et bienvenue Carole. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, fidèle. Bonsoir Jean-Louis. Et notre potion pour un peu de bonne humeur, oui, c'est notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Oui, je fais des progrès, non, sur les présentations. Oui, fidèle aussi. Fidèle aussi, exactement. Et moi aussi, je suis fidèle. On peut me retourner le compliment. Alors, les grands chantiers et les grands enjeux pour 2013. Qu'est-ce qui nous attend? Jean-Louis Gombaud, avant de s'envoler pour l'Algérie, ce matin, en Conseil des ministres, François Hollande a fixé ses priorités pour 2013. Les voici, l'emploi, l'éducation et la jeunesse, mais bien sûr, la mère des batailles, on l'imagine, c'est la lutte
contre le chômage. C'était son premier point. En fait, cette lutte contre le chômage est liée évidemment à l'évolution de la conjoncture 2013, qui, comme tous les débuts d'année, on s'interroge sur la conjoncture qui va venir. Ce qu'on peut dire, c'est que, ma foi, ça sera une année de convalescence. On n'attend pas, quand on lit les prévisions de l'ensemble des économistes, on n'attend pas, disons, de catastrophe majeure. Mais il y a des problèmes économiques qui vont vite se transformer en politique. Je pense par exemple aux ces négociations qui s'achèvent demain sur le contrat de travail. Bon, si jamais les syndicats et le patronat ne se mettent pas d'accord, il faudra une loi. Et comme les syndicats et le patronat ne se seront pas mis d'accord, la loi automatiquement fera évidemment des mécontents. On peut également citer l'ouverture de négociations sur les retraites. Alors on va en parler en détail. Et je cite également la dernière option qui va se développer sur 2013, ça sera les dépenses publiques. C'est-à-dire que déjà hier, il y a eu cette réunion et il va falloir trouver, rien que pour l'année prochaine, 12 milliards d'économies, 60 milliards sur les quinquennats. Donc on a 4 dossiers majeurs qui seront des gros dossiers économiques et politiques. 4 dossiers épineux. Alors Carole Barjon, François Hollande a vanté ce matin une année, celle de 2012, dense, dit-il, sur le plan des réformes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il a aussi, je le souligne, rappelé à ses ministres qu'une année, c'est 365 jours, au cas où il l'aurait oublié, histoire que tout le monde comprenne qu'il faut être sur le pont. Oui, moi je crois qu'en réalité on va rentrer dans le dur l'année prochaine, puisque cette modernisation de l'action publique qu'on annonce, qui est en fait la RGPP qu'avait initiée Sarkozy, mais façon héros, c'est donc de réduire le budget de l'État, de réduire les dépenses. Et là, il y a beaucoup d'administrations qui, semble-t-il, vont être touchées. Est-ce qu'on va diminuer aussi des prestations sociales? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va être vraiment l'année des décisions difficiles, sûrement douloureuses, qui probablement vont être un petit peu masquées par le débat sur la fin de vie, alors on va parler le mariage homosexuel, des débats sociétaux justement et des réformes sociétales. Et Guillaume Dabar, est-ce qu'on peut dire vraiment que ça sera l'année charnière du quinquennat? Tout à l'heure, Pierre Joxe avait dit, je lui ai posé la question sur le cap, sur la stratégie, il dit il faut encore qu'il explique davantage François Hollande. Oui. Déjà, je crois qu'il faut toujours se méfier quand on parle d'année charnière, de tournante, etc. Chaque année est confrontée à ces difficultés particulières. Quant à l'explication, on met souvent sous couvert de déficit d'explication le simple fait que les mesures passent mal. Je veux dire que lorsqu'il faut augmenter les impôts, lorsqu'il faudra dans quelques mois baisser aussi les prestations, on peut bien l'expliquer ou mal expliquer, ça ne sera pas populaire. Bon. Donc, et déjà dès maintenant, pourquoi François Hollande est impopulaire? Non pas parce qu'il n'a pas fixé le cap, c'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault fait toutes les chaînes, toutes les interviews, il est partout. François Hollande aussi s'exprime autant qu'il le peut. Simplement, c'est que augmenter les impôts, ça ne plaît pas. Bon, et que le gouvernement, au début, a voulu faire croire que ne serait concernée qu'une toute petite partie de contribuables, les plus riches. Comme les plus riches, c'est jamais nous, c'est toujours le voisin. On se dit, mais donc on n'est pas concerné. À l'arrivée, tout le monde est concerné, et ce sera plus vrai encore en 2013. Voilà, et Hervé Baudry croque les 12 travaux d'Hercule transformés en Hollande. 12, peut-être que c'est un peu beaucoup, Jean-Louis, mais déjà, un premier grand chantier que l'on pensait derrière nous, après la réforme de 2010, c'est celui des retraites. Et cette phrase, ce matin, du ministre de l'économie, Pierre Moscovici, il dit « Il me semble qu'il faudra en effet revenir sur le sujet ». On le savait, c'était une promesse de campagne de François Hollande, mais le contenu. Le contenu, on ne le connaît pas. Vous avez écouté tout à l'heure Pierre Joxe, qui a dit qu'il faudra des lustres. Il a dit des lustres. Oui, c'est inquiétant. C'est quand même quelque chose, c'est quand même plus qu'un quinquennat. Et donc, le corps a pondu quelques orientations. Le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites a pondu quelques orientations, et suggérant une augmentation des cotisations vieillesse d'un point, suggérant un allongement de la durée du travail avant de pouvoir prendre sa retraite. Option d'ailleurs qu'a rejeté d'ores et déjà le conseiller retraite de Nicolas Sarkozy, M. Soubi, qui avait fait le projet de 2010. Il a rejeté, mais il n'est plus aux affaires. Quand même. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, mais il a dit on ne peut plus le faire. Et effectivement, d'ailleurs, on voit difficilement la gauche dire d'accord pour les 63 ans d'âge de départ à la retraite, alors qu'elle a rejeté au préalable les 62 ans et qu'une fois arrivée au pouvoir, elle les maintient. Donc c'est un dossier d'une complexité énorme parce que normalement, on était parti sur un équilibre en 2017. Or, voilà que le corps nous dit non, ce sera 18,8 milliards de déficit. Donc, il s'ajoute
au fameux problème de réduction des dépenses publiques qui avait été programmé par François Hollande au cours de sa campagne. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fallu rajouter encore 10 milliards compte tenu des dépenses nouvelles qui ont été engagées depuis. Il y a le fond de cette réforme à venir, on va encore en parler. Il y a la forme. Carole Barjon, ce sera sans doute la même méthode. Le gouvernement consulte avant de trancher, mais consulte beaucoup avant. Sur la réforme de retraite, ça va être le cas aussi. Enfin, oui, mais c'est bien sûr que c'est la méthode Hollande de consulter avant de trancher. Mais si je reviens quand même un tout petit peu sur la manière de communiquer que le pouvoir a eu jusqu'à présent, c'était quand même pas formidable. Guillaume a raison de souligner que c'est le fond de la politique qui est probablement rejeté, notamment quand il s'agit d'augmenter les impôts, ça c'est certain. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'on ne comprend pas toujours exactement où va le gouvernement quand on a suffisamment parlé ces dernières semaines de l'affaire de Florange, mais là il y a eu clairement un couac. A reconnu lui-même des maladresses dans la communication. Voilà, donc si vous voulez, il faut bien entendu consulter les partenaires sociaux, ça fait partie d'une méthode social-démocrate bien comprise, mais il faut ensuite que la décision, lorsqu'elle est annoncée, elle soit mais Guillaume Tabar, est-ce qu'il n'y a pas des circonstances, si je peux me permettre, atténuantes? C'est une crise dont on ne connaît pas l'évolution, c'est quand même, bien sûr, si je peux me permettre, un tunnel qui est sombre, c'est difficile d'avancer avec un phare, un cap si évident. Bien sûr, alors, là, il faut aussi de la cohérence dans le discours. Pendant 3 ans, Nicolas Sarkozy a expliqué que la crise changeait la donne et qu'un certain nombre de décisions ou d'indicateurs étaient dépendants de ça. Bon, et la gauche, pendant 3 ans, a dit la crise est un alibi. Bon, bah maintenant, chacun son tour, c'est le gouvernement qui découvre cette réalité de la crise. Mais je crois une fois encore que les électeurs, les citoyens sont moins dupes que le pensent leurs représentants, et moins naïfs et moins idiots finalement. Bon, la crise, ils savent qu'elle est là. Ils savent que les marges de manœuvre des gouvernements sont très faibles. Bon, je crois, aujourd'hui, ils ne croient pas. Il y a l'alternance parce que c'est quasi mécanique maintenant qu'à chaque élection, il y a l'alternance. Mais je pense que les Français sont lucides et qu'ils ne croient pas que tel gouvernement fera mieux que tel autre. Peut-être à la marge. Bon, mais ils n'ont jamais cru que François Hollande allait supprimer le chômage. Et ils n'ont jamais cru que la présence de la gauche au pouvoir les ferait échapper à des mesures difficiles sur le plan économique. Mais il y a des promesses, Jean-Louis. Il y a la promesse d'Hervé Baudry qui dit qu'on va partager tous la même paire de charentaises, c'est moins cher. Mais il y a d'autres promesses aussi, celles faites par François Hollande. En 2013, il a dit inversion de la courbe du chômage. Il a aussi dit sortie de crise pour la zone euro. Alors il a dit qu'on était déjà sorti, il a déjà dit que la crise de l'euro était derrière nous, et à chaque fois qu'il le dit d'ailleurs, il se fait rectifier par Mme Merkel qui lui dit mais non, pas du tout, on n'en est pas encore sorti. Franchement, il n'y a pas, je crois, un seul économiste qui vous dira que la courbe du chômage peut s'inverser 2013. Là, il faudrait que la croissance redémarre de manière forte. Il faudrait au moins qu'on passe à 1,5% de croissance. Or, les projections du gouvernement sont de 0,8%. On ne peut pas inverser la courbe, d'autant plus qu'il y a, disons, une espèce de pesanteur avant que le chômage ne reflue véritablement. Donc, il va se retrouver à la fin de l'année avec l'idée, mais enfin, vous aviez dit par 2 fois, il a dit 2 ou 3 fois, que la courbe du chômage allait s'inverser. Or, elle ne peut pas s'inverser malgré les mesures d'accompagnement sociaux qui ont été prises ces dernières semaines. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi il s'engage aussi fortement sur un objectif aussi important pour les gens. Et pour le coup, c'est une vraie erreur de communication. Dans son émission télévisée, c'est sur TF1 à la rentrée, d'avoir dit ça, parce que c'est le type même de la promesse qui n'est pas crue et qui en plus n'est pas possible. Mais attendons de voir s'il y a un frémissement, sait-on jamais. Carole Barjon, vous avez parlé. On peut que le souhaiter. Vous avez parlé tout à l'heure. Du frémissement, vous en aurez en 2013, croyez-moi. Promesse de Jean-Louis Goumont, vous reviendrez. Carole Barjon, vous avez parlé tout à l'heure des réformes sociétales. Oui. On a déjà vu donc le texte pour le mariage pour tous, avec maintenant cet amendement qui est déposé sur la PMA, la procréation médicalement assistée par les députés. Ça va être aussi l'année de ces grandes réformes sociétales. Il semblerait. Puisque François Hollande a annoncé que la réforme sur la fin de vie serait examinée, je crois, au mois de juin. Bon, d'abord, je pense que peut-être le gouvernement, ça va être un peu difficile d'expliquer quelle est la réelle différence entre un geste actif
Alors, pour vous aider, parlez, oui, du pour débat aider à sur la fin de mourir vie. et le suicide assisté. Personnellement, je dois dire que moi j'ai un peu de mal à comprendre. Mais au-delà de ça, je pense qu'il va y avoir un débat qui va monter à gauche. On voit déjà qu'un certain nombre de députés de la gauche populaire l'ont posé. Il faut peut-être arrêter de faire des réformes sociétales pour masquer le fait, au fond, que sur le plan des réformes sociales, on n'a plus grand-chose à donner et à distribuer. Est-ce qu'on n'attend pas aussi de la gauche une évolution sur ce sujet si important, majeur, qui pour certains ont l'approbation des Français? François Hollande a demandé un rapport au professeur Sicard, l'ancien président du Qui comité était d'éthique. notre invité hier soir. Qui a fait ce rapport. Oui. Effectivement, dans ce rapport, il ouvre la question, il ouvre la voie à ce qu'est le suicide assisté. Je veux dire que derrière les mots un peu compliqués, effectivement, on n'ose pas dire les mots. Il y a le mot suicide, il y a le mot euthanasie qui disent bien ce qu'ils veulent dire. Bon. Mais ce que dit le rapport Sicard aussi, c'est que il dit avant de faire des nouvelles lois, commençons par appliquer celle qui existe. Or, il existe une loi, c'est la fameuse loi Leonetti de 2005. Mais vous le savez, en fait, elle est peu appliquée, elle est mal connue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Oui, commençons par la faire connaître. C'est pour ça, là, je pense qu'il y a une vraie volonté idéologique de poser un certain nombre de marqueurs sociétaux. Bon, je ne fais pas le procès au gouvernement de mettre en avant ces réformes pour masquer les réalités économiques, parce que ce serait plus que dommageable de jouer avec des sujets quand même aussi graves que le mariage, que la vie, et même la fin de vie, pour masquer des problèmes économiques. Bon. Mais d'ailleurs, Carole soulignait la difficulté. Guillaume, qui est aux Échos, est plus prudent que la gauche populaire, qui, elle, le dit comme ça. Comme quoi, tout oui, est c'est arrivé. Je pense simplement que, voyons peut-être les choses un peu plus simplement. Est-ce qu'il n'a pas tout simplement la volonté de prouver qu'il remplit des engagements qu'il a pris pendant la campagne électorale, lui, à qui on reproche de ne pas le faire? Pourquoi croire que derrière, il veut masquer son incapacité à résoudre un certain nombre de problèmes économiques et sociaux, alors que la chose est peut-être plus simple que ça? Il a pris ses engagements. Et bon, ce que je pense, c'est est-ce que ça va lui permettre de se requinquer dans le camp de gauche? Est-ce que le clivage gauche-droite est le même sur ces sujets de société? Est-ce qu'on retrouve ce même type de clivage? C'est pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout qu'il va requinquer la gauche de la gauche avec lui, avec de telles réformes. C'est vrai qu'on peut dire qu'il tient tout simplement ses promesses, mais il choisit parmi les promesses. Parce que ce qui était vraiment fondateur chez François Hollande, c'était une grande réforme fiscale, une refonte complète. Ça, on n'en entend plus parler. La fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, on n'en entend plus parler non plus. Donc il choisit entre ces différentes promesses tout de même. Ouais, même la séparation des activités bancaires dont on parle en ce moment, elle n'est quand même pas du niveau de ce qui avait été annoncé et promis dans le discours de Bourget et dans la campagne de François Hollande. Alors, nous sommes à l'aune d'une nouvelle année, 2013, qui arrive très vite selon vous. Par quoi va-t-elle on va y arriver. Cette année va être marquée par quels événements économiques, sociaux, selon vous, Guillaume Tabar, politiques pour le gouvernement? Là encore, c'est pas pour botter en touche, mais une année ne se déroule jamais tel qu'on imagine. Il y a un certain nombre de fondamentaux. Jean-Louis les a rappelés. C'est la nécessité de trouver 60 milliards sur 5 ans. Bon. Et que, alors, Jean-Marc Ayrault nous ressort la RGPP corrigée. Bon, alors il nous dit on va supprimer les comités Théodule. Très bien, mais d'abord, on demande à voir. Et puis, je ne crois pas que la suppression des comités rapporte 60 milliards. Donc, on sait, en tout cas, si François Hollande veut tenir, pour le coup, ses promesses et aller jusqu'au bout de la réduction du déficit annoncé, il faut taper dans le dur. Et le dur, c'est les dépenses de l'État, c'est le niveau des fonctionnaires, c'est aussi les dépenses sociales. Ça va être la conclusion. Jean-Louis? Je pense qu'il y aura une année pleine de surprises. Et par définition, les surprises, on les connaît pas. Mais qu'est-ce que ça nous aide? Carole Barjon aussi. Voilà, moi je vais dire, beaucoup comme Jean-Louis. Plein de surprises. Bon, peut-être une certitude. Vous reviendrez une fois. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hervé Baudry. On est un petit peu pressé par le temps. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, l'émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser autour des commémorations. La République du souvenir. C'est maintenant. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, avec plaisir.
Drancy a été gardé par des gendarmes français, géré par des fonctionnaires français. Les enfants qui ont été amenés ici de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande avaient été arrêtés par des policiers français. Et oui, la mémoire est aussi un enjeu d'actualité. Régulièrement, les commémorations font débat et polémique entre la droite et la gauche, mais aussi à l'intérieur de chaque camp. Alors, faut-il pratiquer la repentance, tenir compte du contexte pour expliquer l'histoire et comment trouver les mots pour transmettre le passé aux jeunes générations? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les politiques en costume d'historien, avec nous 4 invités. Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue civique Que Voici. Bonjour. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de mémoire et de commémoration au sein de l'Observatoire de l'extrémisme et du Haut Conseil à l'intégration, dont vous avez été secrétaire général. Frédéric Ancel, géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient. Vous avez évoqué ces questions dans 2 récents ouvrages, Comprendre la géopolitique et puis l'Atlas de la géopolitique, voilà, aux éditions Autrement. Stéphane Rosès, politologue et fondateur de l'agence CAP, pour mettre en perspective les intentions et l'impact des discours des politiques. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par un petit commentaire sur le registre et le ton de ces discours. Un ton qui varie souvent et fortement d'un président à l'autre. On commence par François Hollande lors de l'inauguration du mémorial de la Shoah à Drancy. Drancy, c'était la dernière étape avant l'enfer. L'enfer des wagons à bestiaux, l'enfer des camps d'extermination. Drancy, c'était la porte de l'enfer. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, tassés, parqués, martyrisés pendant des jours et des nuits, sans recours, affrontant la peur, la faim et cette incertitude sur l'issue finale. Ils attendaient. Ils ne savaient pas tous que la mort était au bout de l'épreuve. On voit bien qu'il cherche à rappeler toute la dimension tragique de cette histoire, mais on voit aussi que ce n'est pas facile de trouver les mots. Il a d'ailleurs des rimes un peu curieuses. Et puis même s'il avait convié de nombreux jeunes à la cérémonie, eh bien l'exercice reste somme toute extrêmement classique. Ce n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, qui au début de son mandat avait tenté d'explorer de nouvelles pistes pour rendre l'histoire plus vivante. Un épisode est resté dans les mémoires, celui de la lettre de Guy Môquet, jeune résistant exécuté à 17 ans. Je vous quitte tous, 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Courage. Votre Guy qui vous aime. Dans un silence total, le président essuie une larme. Il vient d'entendre la lettre écrite par Guy Môquet à ses parents, jeunes résistants communistes français, la veille de son exécution. Je n'ai jamais pu lire ou écouter la lettre de Guy Môquet sans en être profondément bouleversé. Et je voudrais dire aux Français que ma première décision de président de la République sera de demander au futur ministre de l'Éducation nationale que cette lettre soit lue en début d'année à tous les lycéens de France. Parce qu'un jeune homme de 17 ans qui donne sa vie à la France, c'est un exemple, non pas du passé, mais pour l'avenir. Alors, cette lettre, lecture de lettres dans les écoles, on s'en souvient, a été très contestée, l'idée abandonnée. Bon. Mais au-delà de cet aspect, que pensez-vous, Denis Bertrand, de la manière, parce qu'on est sur 2 épisodes différents, évidemment, et 2 aspects très différents de la Seconde Guerre mondiale, mais sur la manière dont l'un et l'autre cherchent à transmettre cette histoire, sur la forme? Mais, je crois d'abord qu'on peut dire que le discours de commémoration se caractérise par son caractère extrêmement élaboré. C'est de l'écrit parlé, c'est plus de l'écrit même, c'est de la littérature. Les procédés d'expression dans les 2 cas sont extrêmement travaillés, on pourrait en faire l'inventaire. Et je crois que c'est important, cette affaire, de souligner ce caractère très écrit et littéraire, parce que ça donne un peu la mesure de la relation avec l'événement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire exister le passé à l'intérieur de la langue.
et donc lui donner dans la langue la consistance, une consistance à la hauteur de ce qu'il a été dans les faits. Je crois que c'est un peu cet enjeu. Mais en même temps, le risque, c'est l'artifice. C'est l'artifice, c'est le jeu formel d'une rhétorique avec ses anaphores, avec ses envolées, etc. Or là, ce qui est intéressant, je trouve, dans les deux cas, c'est que c'est un traitement différent du récit. Hollande fait un récit, et ensuite, une fois qu'il a fait le récit, il dit c'est à transmettre. Et il construit le discours de la transmission sur la base du récit. Nicolas Sarkozy personnalise et fait état d'une émotion personnelle, voilà, d'une émotion vécue ou supposée telle, et c'est à travers l'émotion qu'il cherche à assurer la transmission. Donc ce sont en effet deux stratégies de communication du passé et de sensibilisation du passé qui sont très profondément différentes sur cette base de littérature commune. Enfin. En voyant ces images, on dit finalement François Hollande est extrêmement classique dans son procédé, mais est-ce qu'il n'a pas un peu de mal à restituer l'émotion, Jean-Philippe Moinet, finalement? Alors oui, la rhétorique est sans doute nécessaire à un haut niveau pour l'exemplarité du propos, mais il est très insuffisant car la commémoration, c'est se souvenir ensemble. Et ensemble, c'est pas seulement un chef de l'État devant une caméra, c'est aussi les acteurs de la République à tous les étages. Et c'est là que la question de la transmission est à la fois importante et compliquée. C'est que dans un pays comme la France, ce qui vient d'en haut est souvent suspecté pour des raisons politiques et diverses. Et donc, il faut trouver les moyens de rénover cette forme de commémoration des grandes dates de l'histoire. Et je pense que c'est une nécessité qui est à l'esprit sur leur manière de faire, de chaque chef d'État. Mais sur la manière de faire, moi, j'aurais pas de grand-chose en termes critiques à faire. J'aurais sans doute à critiquer la limite de l'exercice. C'est qu'eux-mêmes voient que leur propre mise en scène est limitée. Stéphane Rosès, on voit qu'effectivement, comme l'a dit Denis Bertrand, l'exercice est assez différent. Ça correspond à leur personnalité ou, selon vous, c'est un choix politique, finalement? Leur façon de parler de la Shoah correspond à leur personnalité. Nicolas Sarkozy a sans cesse en politique mis en avant le moi, c'est-à-dire regarder au travers de l'émotion qui a été la mienne, celle que naturellement, comme être humain, vous devez partager. Et ce propos se suffit à lui-même. François Hollande est dans le surmoi, toujours. Donc, il dit l'émotion, il commente l'émotion et il dit, vous voyez, je suis en train de faire de la pédagogie. Donc l'un et l'autre ont leur intérêt et leurs limites, mais l'un et l'autre correspondent au tempérament de ce qu'ils sont personnellement et humainement. Oui, un petit mot, Frédéric Ancel? Oui, en termes de solennité, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que d'autres ont déjà dit des choses, sinon similaires, en tout cas correspondantes évidemment au même exercice. Et par conséquent, il faut montrer qu'on est au moins aussi ému que le prédécesseur et qu'on est au moins aussi solennel. Donc trouver les mots va être effectivement peut-être un exercice de plus en plus littéraire, de plus en plus romantique peut-être quelque part au sens large du terme, et de plus en plus compliqué. Et deuxième point, si vous le permettez, là, sur le fond, il ne parle pas de la même chose. Ah, on est entièrement d'accord. Du tout. On est entièrement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, j'ajoute simplement un point, c'est la raison pour laquelle je crois que l'exercice, en l'occurrence, sur ce qu'on a vu de François Hollande, est peut-être plus difficile, plus compliqué, parce qu'il n'évoque pas un ennemi extérieur. L'ennemi était les gendarmes et les policiers français. Bien entendu, oui. Là, c'était juste sur la manière, effectivement. Mais on va prendre maintenant, d'ailleurs, vous me tendez la perche, sur des sujets comparables. L'évolution du discours, vous l'avez dit, il est de plus en plus difficile, parce que finalement, François Hollande n'est pas le premier à évoquer la responsabilité de la France, comme on l'a entendu au tout début de l'émission. Alors, on va reprendre un autre moment où il en a parlé. C'était lors de la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv, 70e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv. Il se met dans les pas de Jacques Chirac pour évoquer à nouveau la responsabilité de la France. On l'écoute, puis on commente. Nous devons aux martyrs juifs du Vélodrome d'Hiver la vérité sur ce qui s'est passé il y a 70 ans. La vérité, c'est que la police française, sur la base de listes qui avaient été établies, s'est chargée d'arrêter des milliers d'enfants et de familles pris au piège le 16 juillet 1942. La gendarmerie les a escortés jusqu'au camp d'internement. La vérité, elle est dure, elle est cruelle. C'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité.
Mais la vérité, c'est aussi que le crime du Veldiv fut commis contre la France, contre ses valeurs, contre ses principes, contre son idéal. L'honneur fut sauvé par les justes et au-delà par tous ceux qui surent s'élever contre la barbarie, par ces héros anonymes dont la mémoire fut une nouvelle fois évoquée ici. Donc dans son discours, François Hollande cite Jacques Chirac, lequel avait le premier reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle. C'était en 1995, juste après son élection. On revoit un extrait. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'était ce matin à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Frédéric Ancel, vous l'avez dit, effectivement, François Hollande n'est pas le premier à évoquer la responsabilité de la France. Jacques Chirac l'avait fait aussi. Et en réécoutant ça, on se demande finalement, est-ce qu'il va plus loin ? Pourquoi le redire? Et quel est l'impact de répéter en disant je vais dire la vérité, des choses qui finalement sont peut-être admises et entendues par tout le monde? Alors, il le dit peut-être avec des mots plus forts. Je crois que là, alors, pour parler forme et ensuite fond, encore une fois, il emploie des termes qui n'étaient pas utilisés par Jacques Chirac et d'ailleurs qui ne le furent plus, si ma mémoire est bonne, jusqu'au discours de François Hollande. Oui, parce qu'il ne dit pas un seul Allemand, il est très catégorique, alors que Jacques Chirac dit effectivement les policiers allemands ont été assistés. Absolument. C'est que François Hollande évoque la responsabilité de la France, tandis que Jacques Chirac parle de l'État français. Ce qui est très différent, c'est pas simplement une nuance de propos, c'est sur le fond, c'est un positionnement très différent, me semble-t-il, où à la fois il va plus loin et de façon contradictoire, parce qu'il dit à la fois c'est le crime de la France, mais c'est aussi un crime contre la France, donc il faut choisir si c'est... de quelle France on parle? Et je pense que Jacques Chirac était plus précis, il parlait dans sa formulation de l'État français qui était responsable, puisqu'il secondait l'occupant allemand, et que c'était l'État français qui secondait. C'était pas la France ni les Français. D'accord, donc pour vous c'est là où il peut y avoir, on va y venir d'ailleurs, une ambiguïté, on va y venir. Voilà, oui. c'est le mot que j'allais employer. Il y a une vraie ambiguïté parce que l'État français c'était un régime. Donc juridiquement c'était un régime précis. Nous ne sommes plus, bien évidemment, dans le cadre de ce régime depuis fin 1944. Et là, il y a une véritable ambiguïté ou ambivalence parce que un État français existe aujourd'hui. Simplement, c'est la République. Le régime, c'est le régime républicain, qui évidemment n'est pas en cause en l'occurrence. Donc, mais bien sûr. Autrement dit, la France, c'est vraiment un concept. C'est effectivement le concept de la nation. Et ce qui a permis à Jacques Chirac, de manière très courageuse, parce qu'il l'a fait à front renversé, contre la vulgate gaulliste, c'est un gaulliste. Donc ça, c'est quand même très intéressant. François Hollande, à ce titre-là, prenait peut-être moins de... je ne sais pas prendre de risques, mais était peut-être moins en avant par rapport à ses propres troupes, de façon générale. Donc là, il y a quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. Et puis avec cette question d'ambiguïté que vous évoquez, alors les gaullistes, justement, on va en entendre un, parce que la déclaration de François Hollande, et c'est peut-être à cause de ce terme, la France a suscité la polémique, été 2012, quelques semaines après son élection, on s'en souvient, et je vous propose d'écouter la réaction d'Henri Guénaud, ex-plume de Nicolas Sarkozy. Chirac était allé un tout petit peu moins loin, mais avait déjà fait un pas dans ce que je considère comme une mauvaise direction, donc je n'étais déjà pas très heureux de ce qu'il avait dit. Ce qu'a dit M. Hollande de façon beaucoup plus claire hier, personnellement, me scandalise. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, ma France, M. Jacubizine, elle n'était pas à Vichy, elle était à Londres depuis le 18 juin. Voilà. La mienne. Alors, peut-être que nous n'avons pas la même France, peut-être que nous ne nous référons pas à la même France, peut-être que nous n'aimons pas la même France, M. Hollande et moi. Peut-être que M. Hollande se sent plus proche de la France des notables apeurés qui se sont précipités à Vichy après l'armistice. C'est pas ma France, voilà, ça n'est pas ma France du tout. Et sinon, je propose que désormais M. Hollande en tire les conséquences qu'il devrait en tirer et qu'il supprime la commémoration
déclaration du 18 juin, puisque le 18 juin, c'est exactement cela. C'est dire, le 18 juin, la France, elle est à Londres. À partir de là, à partir de ce moment-là, elle est à Londres, légitimement et légalement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, réaction d'un gaulliste revendiqué sur justement ce que vous disiez à la notion la France, pas l'État français, mais la France. Alors, Stéphane Rosas, la question qu'on se pose, c'est est-ce que François Hollande a été maladroit en employant ce terme, la France, ou pas? À l'intérieur même du discours de François Hollande, il y a une tension. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme Jacques Chirac, il dit la France ne correspondait pas à ses valeurs. Oui, mais alors, est-ce que c'est du coup... Est-ce que c'est la France qui a fait, la collaboration, qui a fait la Shoah? Alors, il dit autrement, et il dit par ailleurs, il y avait d'un côté la France et de l'autre les justes, ceux qui ont résisté.